Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode qui s'annonce prometteur, qui s'annonce sympa, en tout cas je me réjouis de faire, parce qu'il va être très concret, très applicable, avec toutes mes meilleures méthodes pour passer à l'action, pour faire les choses. Alors mes meilleures méthodes, ça veut dire ce que ça veut dire, des trucs auxquels j'ai pensé, des trucs que j'ai appliqués, des trucs que j'ai trouvés efficaces ou dont j'ai entendu parler, mais c'est surtout des trucs que j'ai essayé pour le coup, parce que j'aime bien essayer les choses, et j'espère clairement que ça pourra t'apporter quelque chose. Alors, cet épisode suit encore un petit peu ma dernière vidéo YouTube qui est sortie il y a quelques jours, du coup avant cet épisode. C'était une vidéo sur l'inconfort, juste une vidéo où je parle. En fait, ça ressemble un petit peu à un podcast pour le coup, sauf que c'est un format court bien sûr, parce que c'est adapté à YouTube, mais en gros c'est moi qui marche dans les vignes au coucher de soleil et qui blablate un tout petit peu sur la vie, sur l'inconfort, on dira. C'est un discours un petit peu qui vise à pousser au passage à l'action, qui vise à motiver aussi un petit peu, parce que c'est mieux, ça marche mieux sur YouTube de présenter les choses un petit peu comme cela. Et apparemment la vidéo a assez bien résonné, il y a pas mal de gens qui sont contents, la vidéo fonctionne assez bien, à ma surprise, parce que voilà, j'ai pas vraiment trop préparé le truc, et ça, j'en suis content, parce que cette vidéo était assez improvisée, et du coup, ça montre que mon travail sur le podcast, d'improvisation comme ça, eh bien il paye, parce que c'était aussi pour ça que j'ai commencé le podcast, c'était pour réussir à me libérer de mes scripts, qui me prennent énormément de temps à préparer pour mes vidéos, et qui en plus, enlèvent un petit peu le côté spontané de tout ça. Donc, merci à toi de m'écouter sur le podcast, ça me fait m'améliorer, et ça me plaît, et j'espère que tu y trouves ton compte en retour. Donc même si cette vidéo avait pour but de motiver pas mal, je donnais quand même des exemples de passage à l'action, des premières petits steps, des premières petites étapes que n'importe qui peut faire pour un passage un petit peu générique à l'inconfort. Donc c'est pas des choses qui vont t'apprendre à monter ta boîte ou te pousser à devenir Mister Univers, mais ça peut t'aider à faire d'autres choses. C'est des petits exemples, comme la douche froide, comme parler à des inconnus, comme tester des nouvelles choses que tu n'as encore jamais fait et qui sont un peu inconfortables, même si en elle-même ne t'amène pas grand-chose. J'aime penser que d'être plus à l'aise avec ce genre de choses, ça te permet ensuite d'appliquer ce muscle de la discipline et cette zone de confort qui s'élargit quand même, elle permet d'englober d'autres choses que les petites actions un petit peu qui peuvent sembler anodines ou sans résultat concret que tu fais de base. Bref, je donnais quelques petits exemples, mais cet épisode de podcast que tu écoutes en ce moment d'ailleurs se veut un peu plus dans le concret, avec des vraies méthodes applicables pour s'aider à se sortir les doigts quand il le faut, pour reprendre un petit peu le jeu de mots que j'ai utilisé dans le titre de ma vidéo, qui je crois a contribué d'ailleurs à sa réussite, parce qu'apparemment ça attirait un petit peu l'œil. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai pensé à ce sujet d'épisode la nuit dernière, parce que je travaille souvent tard. Je sais pas toi, mais moi je suis quelqu'un qui se couche tard et se lève tard. Pendant un certain temps, je fantasmais beaucoup sur le fait de me lever tôt le matin, sur le fait que les gens efficaces, les gens qui réussissent dans la vie, ils ont une morning routine au poil de cul comme ça, vraiment bien ficelé, qu'ils se lèvent tôt tous les matins, qu'ils sont directement motivés, ils se lèvent 3 heures avant tout le monde, ils ont 3 heures d'avance sur tout le monde, et j'avais essayé un petit peu. Déjà, je m'étais rendu compte que c'était sacrément galère, mais après c'est normal parce que c'était au début et j'ai pas tenu très longtemps. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout avec ma vie sociale, parce que quand tu es en couple et que tu veux te coucher tôt et te lever tôt avec quelqu'un qui ne suit pas le même rythme et que tu as envie de passer du temps avec cette personne en fait aussi, toutes ces choses ont fait que j'ai arrêté, et qu'ensuite j'ai lu un livre qui m'a appris que scientifiquement, il est démontré que certaines personnes sont des couches-tard, que certaines personnes sont des lève-tôt, et que voilà, c'est juste la société qui nous force un petit peu à nous lever tôt, parce que tout se passe tôt le matin, et tant pis pour ceux qui sont pas là-dedans de base, qui passent un peu pour des fainéants du coup. Bref, je digresse déjà un tout petit peu, mais c'est pour dire que du coup j'arrivais pas à dormir, j'étais dans mon lit, je me tournais, et puis vers 1h30 du mat, je suis en train de refaire un peu ma vie, à me retourner dans mon lit, je suis plutôt en train de refaire mon planning de contenu, et c'est à ce moment-là que j'ai eu des bonnes idées. Ça m'arrive souvent, c'est quand je travaille trop tard, trop tard, très certainement, du coup quand je suis encore dans le lit, quand je suis dans le lit, mon cerveau tourne encore et je continue de penser au travail, et
pas facile, pas facile de m'arrêter, mais du coup j'ai eu l'idée de ce podcast, je me suis dit tiens mais en fait méthode de passage à l'action, ça peut être stylé pour un sujet de podcast. Et donc je me retrouve aujourd'hui, le lendemain, pour enregistrer cet épisode. Alors avant de commencer, je veux quand même passer un petit moment pour remercier tous ceux qui m'ont donné leur feedback après le dernier épisode, parce que dans ce dernier épisode 21, à la fin je demandais ton feedback, parce que c'est très difficile d'obtenir du feedback quand tu as un podcast. Il y a différents moyens, j'en ai proposé et rappelé certains, et du coup je veux remercier Théo et Tristan qui ont commenté sur mon site, dans les notes de l'épisode 21. Ils m'ont laissé un commentaire pour me laisser un feedback, un encouragement. Merci beaucoup. Merci aussi à Alexis qui m'a laissé un message vocal de feedback intéressant. Merci, merci beaucoup Alexis. Et même, j'avais répondu à 2 questions orales dans le dernier épisode, dont celle de Samy qui a entendu cet épisode et qui m'a refait un petit message derrière. Salut Eric, c'est encore moi, c'est Samy. Genre vraiment un méga merci d'avoir répondu à ma question. C'est archi cool, moi j'étais vraiment comme un gosse de 5 ans quand t'as répondu. Ouais, c'est pas une question, c'est juste pour te dire merci. Avec grand plaisir Samy, merci à toi. Je suis surtout très content si ça a pu te servir et que tu as entendu la réponse à ta question. Ça veut dire que tu continues d'écouter le podcast, c'est plutôt encourageant pour moi, tu vois. Donc voilà, si toi aussi tu veux me poser une question, tu as une question sur laquelle tu penses que mon avis est intéressant ou qu'il t'intéresserait, eh bien je t'encourage à me poser ta question par message vocal sur ericflack.com/podcast. Toi tu peux avoir les réponses à tes questions, moi ça me donne de l'inspiration pour créer des épisodes et pour trouver des sujets sur lesquels discutailler un petit peu. Et puis voilà, j'espère que tout le monde y gagne dans cette histoire. Bref, on part maintenant dans l'épisode du jour, dans cet épisode numéro 22. 22 quand même, c'est bien, ça avance gentiment, dans lequel je vais énumérer 6 méthodes pour passer à l'action. Alors, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas non plus des méthodes ultimes, la liste n'est sûrement pas exhaustive, ce sont les 6 méthodes auxquelles j'ai pensé la nuit dernière quand je me retournais sur mon oreiller. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sorti mon téléphone, je suis allé dans les notes de mon téléphone et j'ai vite écrit, vite avant que ça disparaisse, tu vois, c'est un peu comme quand tu rêves d'un truc, que tu te réveilles le matin et tu dis « Ah merde !» Putain, j'ai rêvé, j'ai eu une bonne idée, j'ai eu un bon truc, j'ai eu un bon... Voilà, c'est ce qui se passe un peu quand tu es en train de travailler sur un problème tout le temps et que enfin tu mets ton cerveau au repos, il dort et là il stocke un peu les trucs, il y a tellement de choses qui se passent pendant que tu dors, c'est un truc de fou, ça mériterait un épisode à part entière. Mais du coup j'ai eu cette idée, j'ai vite fait cette petite liste de 6 méthodes sur lesquelles je vais élaborer un petit peu, je vais les creuser chacune l'une après l'autre. Alors voilà, il n'y a pas d'ordre particulier, mais quand même je garde mes 2 méthodes préférées, peut-être les plus atypiques d'ailleurs, pour la fin de cet épisode, tu vois, comme ça tu restes jusqu'à la fin. Ah non, il n'y a aucun intérêt, enfin on n'est pas sur YouTube, il n'y a pas d'intérêt à ce que tu restes jusqu'à la fin, l'intérêt c'est que tu y trouves ton compte là-dedans. Donc on va commencer tout de suite avec la première de ces méthodes, qui est une méthode, voilà, on va commencer par une ou 2 que tu dois déjà connaître et on va entrer dans des choses qui sont un petit peu plus sombres et obscures, comme ça, tu vois, voilà, je tease encore le truc. Ah là là, méthode numéro 1, la pression sociale. Alors tu as sûrement déjà une idée plus ou moins précise de ce que c'est que la pression sociale, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement balancer à gauche à droite, parce que c'est quelque chose d'extrêmement omniprésent dans beaucoup de choses qu'on fait, de très puissant dans notre société. Clairement, quand on sait qu'il y a des gens autour de nous qui vont être au courant, qui vont écouter ce qu'on dit, qui vont savoir ce qu'on fait, ça nous met la pression. Quand on dit quelque chose devant quelqu'un, on a envie d'être aligné, on a envie d'être cohérent avec ce qu'on a dit, parce qu'à nouveau notre société qui veut qu'on se lève tôt, elle veut aussi qu'on soit cohérent, elle veut aussi que quand on dit quelque chose, on le fait et qu'on tienne parole. Et donc, quand on dit quelque chose devant quelqu'un, ça nous met une certaine pression pour faire les choses qu'on a dit, tout simplement. Et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, hein, parce que en politique, on dit beaucoup de choses, et puis voilà, je ne suis pas là pour parler de politique, je ne parlerai jamais de politique, ça ne m'intéresse même pas, je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi cet exemple. Bref, passons. Alors, dans ma vidéo, justement, je vais reprendre un tout petit peu ce que je dis vers la fin de ma vidéo, quelqu'un m'a fait un commentaire là-dessus, j'étais entièrement d'accord. Dans ma vidéo, en fait, vers la fin, je déconseille d'annoncer tes intentions au préalable à tes proches. Par exemple, je donnais toutes ces idées de challenge, par exemple prendre des douches froides ou bien faire un câlin à un arbre dans un parc public avec du monde autour, tu vois, ce genre de challenge social un peu inconfortable. Et je disais, voilà, si tu veux faire un de ces challenges, ça sert à rien d'écrire à tes potes pour dire « Hey les gars, regardez, je vais me mettre à prendre des douches froides tous les matins cette semaine parce que je suis un beau gosse, je suis un warrior, je suis un dur, tu vois. » Et suivant sur qui tu tombes, si tes potes sont du genre très
gentils, peut-être trop gentils même, je sais pas, ou tout simplement que c'est juste des bons potes qui sont là en mode ok, putain c'est stylé, bah ils vont te le dire, ils vont te dire waouh mec c'est trop stylé, t'es vraiment un beau gosse effectivement. Et là tu vois, tu te fais traiter de beau gosse par tes potes, t'as un petit boost de ton ego, t'es là ah ouais c'est bon, je suis passé pour un beau gosse devant mes potes. Bah en fait, t'es déjà passé pour un beau gosse devant tes potes. Ça veut dire que si tu prends pas ta douche froide le lendemain matin, ils en sauront rien, concrètement. Tu peux même limite leur mentir s'il le faut, ou simplement ne rien dire, parce qu'ils vont sûrement pas te le demander, tu vois, ils ont leur propre vie à gérer, ils s'en foutent un peu de la température de tes douches, normalement. Et donc, t'as déjà eu la récompense, en fait. T'as déjà eu la récompense sociale que tu recherchais manifestement là-dedans. C'est pour ça que je disais dans la vidéo, eh bien, c'est peut-être mieux d'agir et de laisser tes actes parler pour toi-même, ou bien d'agir et ensuite de parler pour dire que tu as fait telle ou telle chose, éventuellement, si c'est des choses que tu as vraiment fait et que tu vois l'intérêt de te vanter ouvertement comme ça, de te vanter, tu vois, d'énumérer tes mérites et tes accomplissements, qui est une bonne chose, hein, c'est bien de se récompenser des choses qu'on a fait, c'est bien, ça fait très plaisir, c'est très agréable d'avoir des gens qui te disent c'est bien, voilà, t'es vraiment un beau gosse, effectivement, j'étais avec toi dans ta douche, elle était froide, BG, moi je suis sorti rapidement parce que j'avais pas la résistance. Et tu vois, c'est bien, ça fait aussi partie des récompenses pour lesquelles il est tout à fait normal et honorable et il n'y a pas de vrai ou de faux sur pourquoi faire les choses. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas fait la précision dans cette vidéo que c'est pas toujours la même chose. Que voilà, c'est pas que parfois c'est bon d'annoncer les choses qu'on veut faire parce que ça te met effectivement cette pression sociale dont on a parlé qui peut tout autant être positive que négative comme je l'ai mentionné. J'ai l'impression que ça dépend beaucoup des gens, ça dépend des objectifs, ça dépend de pas mal de choses, mais comme pas mal de choses dans la vie, j'ai l'impression c'est bien d'être juste conscient de ça avant de l'annoncer. Si tu sais toi-même tu es conscient de cette pression sociale qui est tout autour de toi tout le temps, dans laquelle tu peux t'aventurer à chaque instant, dans tout ce que tu fais, si tu es conscient de cela, si tu es conscient que tu veux faire quelque chose, que tu quelque part tu as envie de l'annoncer aux gens, tu devrais pouvoir te mettre face à toi-même un tout petit moment et te demander, alors, si j'annonce ça à mon meilleur pote, est-ce que ça va m'aider vraiment à l'accomplir ou est-ce que c'est un petit peu juste pour flatter un petit peu mon ego et qu'il y a peu de chances que je le fasse derrière, tu vois. Rien que si tu es conscient de ça, je pense que ça va déjà beaucoup t'aider à faire des choix à ce niveau-là par rapport à ce que tu dis aux gens et ce que tu dis autour de toi. Par exemple, annoncer que tu vas perdre du poids, ça peut être une très bonne pression de réussir. Hein. Si clairement tu dis à tes potes, ok les gars, je me suis chauffé, je vais faire ce super programme d'un créateur de contenu là qui s'appelle Eric Flag. Franchement, il a l'air stylé. Je vais faire ça et dans 12 semaines les gars, je vous dis, normalement je devrais perdre. Allez, on va rester conservateur. Je vais perdre 3-4 kilos. 3-4 kilos en 12 semaines, ça peut clairement le faire, tout dépend. tout dépend beaucoup de choses, mais tu peux dire ça. Et là, clairement, tu auras un objectif clair, précis, mesurable. Alors évidemment, tes potes, ils sont peut-être pas là en train de regarder ta balance avant et après pour être sûr que tu l'as bien fait. Il n'empêche que si ça ne se voit pas, normalement, quand tu perds un peu de poids, déjà, t'en es fier, et puis tu vas avoir plus de facilité à le montrer, et tu vas pas vouloir le cacher, etc. Donc ce sera relativement clair. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as complètement échoué? Normalement, avec le programme d'Eric Flag, c'est difficile, mais oh là là, si on ne le fait pas, il ne se passe absolument rien. Quoi qu'il en soit, ça peut clairement te mettre la pression. Est-ce que tu as envie de passer pour le mec qui balance des annonces à ses potes et qui ne respecte rien derrière? Parce que si tu fais ça, tu vas avoir l'image du beau parleur, du mec, quand il dit quelque chose, on n'est franchement pas sûr qu'il va le faire. Tu n'es pas reliable, tu vois, on peut pas compter sur toi. Et quand on peut pas compter sur toi, on ne compte pas sur toi, et toi tu t'en rends compte que les gens ne comptent pas sur toi, et tu auras d'autant plus de mal à compter toi sur toi-même, tu vois. Ça passe un petit peu par là. Alors du coup, c'est un petit peu à double tranchant, cette pression. Et comme beaucoup de ces moyens de pression dont je vais parler dans cet épisode, c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est assez puissant, ça peut vraiment t'aider à faire les choses. Par contre, si malgré cette pression, tu ne les fais pas, eh bien les conséquences vont être d'autant plus peuvent être d'autant plus dommageables. Ça peut endommager ton image de toi-même, ça peut endommager celle que les autres auront de toi, et ça peut être plus difficile de réverser le truc. C'est plus difficile de revenir à la case de départ après
que voilà, si tu t'es simplement dit à toi-même que tu allais perdre ces kilos, que tu allais prendre, que tu allais faire ce programme et essayer de t'améliorer, s'il se passe rien, que tu l'as dit à personne, bah voilà, c'est juste devant toi-même que tu te dis ça. Et puis devant soi-même, c'est très facile de le rationaliser. J'avais pas le temps, j'ai pas le matériel, les salles sont fermées, etc. Toutes les excuses sont bonnes, mais je dis pas que ce sont des bonnes ou des mauvaises excuses, je dis juste qu'elles sont généralement faciles à trouver, ces justifications. Donc, voilà. Après, dire à tes potes que demain soir, tu vas aller distribuer la soupe aux sans-abri, eh bien, comme je l'ai dit, c'est à nouveau un exemple qui peut te donner la récompense sociale que tu cherchais déjà et qui peut-être, tu ferais mieux d'attendre de l'avoir fait pour en parler. Après, voilà, tu vois, si tu dis ça, que tu le fais pas, ça va quand même t'empêcher de publier la photo ou la vidéo de toi qui donne la soupe aux sans-abri sur Instagram après l'avoir fait. Et du coup, tu ne récupéreras pas encore plus de récompenses sociales. Donc, voilà, enfin bref, je pense que tu vois ce que je veux dire un petit peu autour de cela. À nouveau, je pense que être conscient de cela et se poser la question, est-ce que l'annoncer à X ou Y personne, parce que ça dépend aussi de la personne à qui tu l'annonces, est-ce que ça va avoir une influence positive sur moi pour faire ce challenge ou pas? Voilà. Pour la première méthode. On va passer à la deuxième méthode. Alors, je ne savais pas trop comment l'appeler. Je ne sais pas trop comment les appeler, toutes ces méthodes. Celle-ci, en tout cas, je l'ai appelée la méthode du pari. La méthode de la pression des ressources pré-dépensées. Et là, du coup, ça concerne tout ce qui se rapporte à dépenser de l'argent ou des ressources dans quelque chose avant d'avoir à t'y mettre. Tu vois, c'est parier. Là où j'ai trouvé ce nom de pari, parce que à défaut d'un meilleur terme, ça a sûrement un nom connu et reconnu parce que c'est complètement bateau. C'est probablement une des méthodes les plus bateaux de celles que je te présente. Tu le sais déjà que ça marche. Mais c'est le genre de petit rappel qui fonctionne. Surtout que ces méthodes, comme on va le voir, eh bien, tu peux les combiner ensuite pour faire des méthodes encore plus puissantes. Tu prends deux méthodes, tu les fais s'accoupler, elles font un petit bébé. Et le petit bébé, c'est The Hulk, tu vois. Ouais, je dis n'importe quoi. Bref, cette deuxième méthode, c'est un pari, c'est un petit peu un pari sur toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu paries sur toi-même, tu déposes une somme d'argent, une somme d'énergie, une somme de temps, tu la dépenses, tu peux plus la récupérer, et tu paries que en fait, cet argent, ces ressources, elles vont payer plus tard. Et ça peut être un moyen de pression que tu t'imposes à toi-même, qui est très connu, pour te pousser à faire les choses. Un exemple très facile que tu connais très bien, c'est le fitness. C'est même un cliché, les abonnements aux salles de sport. Tu peux acheter un abonnement d'1 mois, mais tu peux aussi acheter un abonnement d'1 an, tu vois. Si tu achètes un abonnement d'1 an, eh bien, tu as peut-être plus de chances d'y aller pendant 1 an. Ce qui est sûr, c'est que ça va te coûter plus cher. Mais ça va te coûter moins cher que de payer 12 fois un abonnement d'1 mois, tu vois. Ils connaissent les salles, ils savent très bien comment vendre leurs trucs. C'est normal aussi parce qu'il y a un risque là-dedans. Et voilà, ça c'est une autre histoire de marketing et de finance. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Quoi qu'il en soit, si tu payes un abonnement pour aller 1 mois, 1 an à la salle, c'est que tu te complais un petit peu dans le fait que tu vas réellement y aller 1 an. C'est que tu veux te donner les chances, tu veux te pousser à « ça y est, j'ai dépensé cet argent, c'est une somme conséquente, 1 an d'abonnement, eh bien, j'espère en tout cas que ça va me pousser à y aller régulièrement. » Ça peut être le fitness, ça peut être des cours publics, de n'importe quoi. Un endroit où tu payes pour aller, pour t'améliorer, pour payer aujourd'hui encore plus, pour espérer t'améliorer demain, mais c'est un endroit où personne ne t'attend si tu n'y vas pas, tu vois. C'est ce type de pari-là dont je parle dans cette méthode. On verra les autres plus tard. Là, si tu vas pas au fitness, tout le monde s'en fout. Même au contraire, j'ai envie de dire, le gérant de la salle, il est content parce que tu payes, mais tu n'uses pas les machines, tu prends pas de la place, tu ne participes pas à congestionner la salle à 17h30. Tout ça, c'est... Voilà, même eux, ils sont contents si tu viens pas. Ça fait même partie de leur business model. Une fois qu'ils t'ont vendu l'abonnement à 1 an, ils préfèrent clairement que tu ne viennes pas. Ça, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, quand on dépense cet argent, eh bien, ça nous coûte. Ça peut très bien renforcer notre motivation de faire les choses, en tout cas à court terme, et ça a clairement été démontré. Un autre exemple, par exemple, c'est acheter un programme payant sur Internet, un programme ou n'importe quoi. Mais restons dans le sport, c'est des exemples un petit peu faciles. Si tu achètes un programme d'entraînement de sèche, par exemple, payant sur Internet, très certainement que tu seras bien plus... Ça a été prouvé de toute façon, et tu seras d'accord, c'est assez logique quand on y pense. Tu seras bien plus motivé à le faire que si tu avais obtenu exactement le même programme complètement gratuitement. Tu l'obtiens gratuitement, même si tu es intéressé, tu vas être moins attiré, tu vas être moins motivé, tu vas peut-être même pas vraiment lire le truc ou suivre le machin, tu vas le regarder en diagonale, tu vas te dire
ok, je vais essayer le truc à moitié, tu l'essayes à moitié ou pas, t'as pas vraiment de résultat et tu te dis ok, c'est pourri, c'est sûrement un autre qu'il me faut et tu essaies d'en trouver un autre gratuitement. Bref, après ça dépend évidemment de ce que tu achètes. Mais voilà, je crois que tu vois un petit peu où je veux en venir avec cette méthode. Savoir qu'on a dépensé quelque chose et ensuite voir le temps passer et se voir ne pas rentabiliser notre investissement, eh bien ça nous fait un petit peu mal intérieurement parce qu'on se dit ok, purée, je dépense des thunes pour me motiver, c'est un moyen de pression supplémentaire dont je suis conscient ou pas, mais quand je regarde les choses en face, je sais que c'est un moyen de pression. Et si en plus je le fais pas, mais alors je suis vraiment, je suis vraiment un cas désespéré, tu vois. Non, j'exagère en disant ça, mais tu vois, on n'a pas envie de faire mauvaise figure devant nous-mêmes. Et ça fait à nouveau partie. C'est du coup un pari, un contrat social. C'est la pression sociale envers soi-même, en fait, quelque part, qu'on essaie de mettre de notre côté pour réussir à faire les choses, parce que ça nous a coûté, parce qu'on n'a pas envie d'avoir dépensé des choses pour rien, même si on ne peut plus les récupérer. Et à nouveau, j'aurais plutôt tendance à dire que quand tu ne peux pas récupérer quelque chose, il ne faut pas le prendre en compte dans tes décisions, mais là, il vaut mieux être un petit peu biaisé à ce niveau-là pour ce genre de choses, parce que si tu te dis, de toute façon, il est payé mon abonnement, que j'y aille ou que j'y aille pas, eh bien, j'ai payé, je ne peux pas récupérer mon argent, eh bien, c'est vrai, mais tu ne devrais pas prendre ça en compte, tu ferais mieux d'aller t'entraîner, voilà. Ah là là. Sur cela, on enchaîne sur la méthode numéro 3, qui est en fait la progéniture des deux premières. Tu vois, je te parlais de petits Hulk bébés. Eh bien, celui-là, c'est en fait le mélange entre un pari et une pression sociale extérieure, qu'on peut résumer à un seul mot, coach. Avoir quelqu'un, avoir un coach, tu vois, avoir des cours, avoir un professeur, avoir un coach, s'inscrire à un endroit, dépenser de l'argent, passer un contrat avec un endroit, une institution et avec soi-même par la même occasion, de payer quelque chose et d'avoir des rendez-vous réguliers avec quelqu'un, parce que ce coup-ci, quand tu vas à la salle de fitness, il y a quelqu'un qui t'attend sur place pour faire les choses, donc tu as clairement, comme tu le comprends très bien, une couche de pression supplémentaire, une énorme couche de pression supplémentaire d'ailleurs. C'est un moyen extrêmement efficace de se forcer à faire les choses. Par contre, c'est aussi un des moyens les plus coûteux, bien sûr. Hein. Il y a rien de gratuit dans la vie. Hein. Les meilleurs moyens sont les plus coûteux, en argent, en énergie, en temps ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand tu passes ce contrat, quand tu t'engages à payer un trimestre de cours de piano, par exemple, quand tu t'engages à payer 6 mois d'abonnement à la salle avec un coach 1 fois ou 2 fois par semaine qui t'attend sur place pour te faire tes exercices et qui clairement compte sur toi pour venir, eh bien, c'est choisir à nouveau aujourd'hui, tu signes pour enclencher des forces à l'avenir qui te forceront le moment venu à faire des choses qui sont bonnes pour toi. C'est à nouveau un contrat que tu passes avec toi-même, sauf qu'il est vachement plus contraignant, tu vois, contrat, contraignant, hein. C'est peut-être la même étymologie, ça m'étonne absolument pas. Donc voilà, c'est un coût aujourd'hui pour un bénéfice futur. Quand on a un biais vers le présent qui est fort et qu'on en est conscient, le biais vers le présent, c'est en fait quand quelque chose demain a beaucoup moins de valeur que quelque chose aujourd'hui. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu préfères avoir 100 € aujourd'hui ou 200 € dans une semaine, si tu choisis les 100 € aujourd'hui, c'est que tu as un biais vers le présent énorme. C'est-à-dire que tu te dis, purée, 200 € dans une semaine, c'est tellement loin, j'ai du mal à me représenter que ça peut vraiment avoir de la valeur, et donc tu préfères les 100 € aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour la théorie économique du truc que j'ai appris en cours, hein. Ça faisait partie de mes cours d'économie, très 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 intéressant, vraiment mes cours préférés sur les fondements psychologiques en économie, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, c'est pour ça que je m'inspire de ça pour ce dont je discute aujourd'hui, comme quoi mes cours m'ont quand même servi à quelque chose, hein. Ils m'ont clairement servi à quelque chose, mais ça c'est le sujet d'un autre podcast. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Alors quand on a un biais vers le présent qui est fort et qu'on en est conscient, parce que c'est quelque chose à nouveau, si on se pose la question, si on trouve des exemples, des contre-exemples. Moi, je t'avais parlé que j'avais un biais vers le présent énorme quand j'étais jeune, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à devoir faire l'armée pendant 1 année en Suisse, alors que j'aurais pu, le jour même, faire 2 jours de formation en France pour éviter l'armée, que j'aurais dû faire 5 ou 6 ans plus tard en Suisse. Et j'ai préféré attendre 5 ou 6 ans parce que ça me saoulait de faire ça le jour même. Tu vois. Donc heureusement j'ai changé, j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience que payer aujourd'hui pour avoir des choses demain, ben en fait c'est la base de réussir les choses un petit peu dans sa vie. J'ai l'impression, hein, être capable de repousser la gratification instantanée, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une compétence à cultiver, je pense, qui paye des dividendes à long terme, hein. C'est le cas de le dire, c'est exactement à ça qu'elle sert. Enfin bref, quand tu as ce biais vers le présent, que tu en es conscient, eh bien
Ce genre de contrat, c'est un service que tu peux te rendre à toi-même pour te forcer à faire les choses plus tard quand tu sais que sur le moment tu n'auras pas envie de les faire. C'est facile parce qu'à nouveau là tu utilises ton biais vers le présent à ton avantage. C'est que tu te dis ok, j'ai un bénéfice aujourd'hui, c'est me complaire dans le fait que je vais être BG dans 3 mois parce que j'aurais été suivre mon coach, parce que c'est obtenir la gratification aujourd'hui et payer les efforts plus tard. Parce que les efforts comme ils sont plus tard, eh bien tu as l'impression que ouais bon c'est dans 3 jours, c'est toutes les semaines, c'est dans longtemps que je vais devoir me pointer pour suer et faire mes pompes avec le coach autour. Par contre aujourd'hui je suis chaud, je prends la décision que le mois du futur il devra payer pour ça. Voilà, tu comprends un petit peu comment ça marche, hein, j'imagine. Sauf que là, à la différence d'un pari où tu prends juste un abonnement pour aller à la salle, y a d'autres dimensions qui renforcent la pression. Avoir un rendez-vous avec ton prof de piano chaque semaine, c'est une obligation qui te force déjà à venir, à te présenter toi, à présenter ton travail, à présenter ce que tu as accompli depuis la dernière fois que vous vous êtes vus. Parce que la plupart du temps, quand tu as un prof de piano, eh bien, tu es censé travailler entre deux, il te donne, il te coach. Moi j'ai eu des cours de piano pendant de nombreuses années. C'est aussi pour ça que je prends ça comme exemple. C'est grâce à ça que je fais du piano aujourd'hui. C'est parce que j'ai eu un prof sur mon dos, littéralement, enfin sur mon dos, c'est parce que je savais que toutes les semaines, j'avais un prof, j'avais un cours tous les mercredis soirs, il fallait que j'y aille, et si je voulais pas avoir l'air d'un gros teubé, eh bien il fallait que je travaille un peu mon piano entre deux. Alors ça veut pas dire que je l'ai toujours fait, hein, ça m'est beaucoup arrivé de travailler mon piano 1 heure juste avant d'y aller, juste pour essayer de faire bonne figure, ça c'est autre chose, mais ça n'empêche que j'étais quand même obligé de faire 7 heures de piano, 1 heure, j'étais obligé de faire 1 heure de piano avant d'y aller, plus de faire les 45 minutes du cours, donc ça me forçait quand même si ça coûtait cher, hein, pour seulement 1h45 de piano par semaine, ça coûtait cher les cours, mais ça n'empêche que je les faisais. Alors que s'il y avait personne pour m'attendre, il y a de bonnes chances que, enfin c'est sûr et certain, j'aurais arrêté avant, d'ailleurs je vais en parler peut-être même là ou bien, non, je ferai un épisode sur le piano de toute façon, mais là je vais parler un petit peu de la relation avec les profs et les coachs, c'est un petit peu là-dedans que je suis. Donc tu es obligé de venir, tu es obligé de te présenter. Pareil, si tu as un coach physique qui te donne un petit peu, il te coach, tu vois, il est là, il vient, il te fait faire tes exercices quand tu es là, normalement il te fait un peu un programme de nutrition. Si tu manges comme un gros porc pendant toute la semaine et que tu reviens toutes les semaines le voir et que en fait tu deviens de plus en plus gras, on dira, eh bien, le prof, il va le voir, ton coach, il va le voir. Après, il y a différents types de coachs. Il y a le coach qui s'en fout complètement parce qu'il est payé, et puis limite, il est content si tu es de plus en plus mauvais parce que ça veut dire que tu vas rester client très longtemps. Ça, c'est pas un bon coach, si tu veux mon avis. Tout comme le coach qui te rend dépendant à lui-même, hein, qui te fait changer de programme tous les 2 jours de façon à ce que tu aies l'impression que tu n'y connais rien, que c'est très compliqué et que du coup, tu as besoin de lui et de le payer très longtemps. Voilà, il y a ce genre de coach, et la grande majorité, je l'espère, c'est des coachs qui veulent vraiment que tu réussisses, et que donc s'ils voient que tu ne progresses pas, ils vont creuser, ils vont poser des questions, ils vont te demander qu'est-ce qui se passe, à quoi ressemble ta semaine, qu'est-ce qui se passe, on va essayer de trouver la solution, on va essayer de creuser la chose, de comprendre pourquoi est-ce que tu prends du poids et tout ça. Puis eux ils se remettent en question aussi, tu vois, ils se disent est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est mon programme ou quoi. La plupart du temps c'est pas la faute du coach, c'est plutôt celui qui est censé suivre la chose, quoi. Parce que ça fait aussi partie de ce pourquoi tu payes, hein. Ce coach, il n'est pas juste là pour te forcer à venir. C'est aussi quelqu'un qui a des connaissances que tu n'as pas. Tu payes pour bénéficier de ses connaissances. Moi, mon prof de piano, il n'était pas juste là pour me lancer la pierre si j'avais rien fait. D'ailleurs, il était extrêmement gentil. Mais les 2 profs de piano que j'ai eu pendant des années ont été extrêmement cool. Du coup, ils sont là pour t'apprendre. Ils sont là pour t'apprendre la technique. Mon prof, il m'a appris le solfège. Voilà, le coach, il va t'apprendre à bien faire les exercices. Il va t'apprendre à faire tout cela, et il va aussi, voilà, il va t'aider à avancer efficacement dans la bonne direction. Et en plus de ça, en plus d'avoir ce rôle de je suis le gardien et du coup je vais te punir si tu ne viens pas parce que tu vas avoir l'air bête devant moi, il a encore une casquette. Le prof, c'est dire à quel point ça peut être puissant d'avoir un prof, un coach, un mentor, hein, même en règle générale un mentor, parce que j'ai envie de dire le prof, le coach, tout ça, ça tombe sous l'ombrelle du mentor. Tu peux prendre un mentor, tu vois, t'as des coachs business, t'as des coachs séduction, t'as des coachs à gauche, à droite, pour plein de choses. T'as des coachs de vie aussi, hein, il y en a beaucoup sur Instagram, j'ai
remarqué ces dernières années. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà, je ne dénigre absolument pas cela. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vie et qu'on a tous quelque chose à apprendre aux autres. Quoi qu'il en soit, revenons là-dedans, ton mentor, il a également un rôle en plus de figure hiérarchique, un petit peu par rapport à toi. Tu vois, il y a cette relation de tu es l'élève, il est le maître, tu es le padawan, il est le Jedi, et il y a ce respect mutuel entre les deux dans cette relation où tu reconnais que cette personne est plus à même que toi dans cette discipline, qu'elle a quelque chose à t'apprendre, que tu dois en fait, tu dois simplement écouter et appliquer ce qu'elle te dit. Ça ressemble un peu à une figure parentale, tu vois. Normalement, tes parents, tu les respectes, ils te respectent, vous avez un amour l'un pour l'autre, tout comme c'est une sorte d'amour que tu as pour ton mentor, normalement. En tout cas, un respect, une espèce d'admiration, une reconnaissance de sa crédibilité, du fait qu'il puisse t'aider à arriver quelque part. Et donc, cette figure parentale, comme pour ton père ou ta mère normalement, eh bien tu n'as pas envie de la décevoir. Tu as envie qu'il soit fier, tu as envie qu'il soit fier de toi. Tu sais que si tu joues pas 2 minutes de piano entre 2 cours, il est pas teubé, tu vois, ça fait longtemps qu'il donne des cours, mon prof, il sait très bien, il voit très bien quand je débarque la queue entre les jambes, que je sors mes partitions tout lentement, que je les pose sur le piano, que je commence à jouer à peine mieux que la dernière fois, en mode limite pire que la dernière fois, parce que du coup ça fait 1 semaine que j'ai pas touché le truc, tu vois. Voilà, il est pas bête, il va s'en apercevoir. Il sait que si tu restes, toi, ton coach de sport, il sait que si tu restes sur ton canapé et que tu manges du McDo tous les 2 jours sans t'entraîner, eh bien voilà, tôt ou tard il va s'en rendre compte. Au début tu peux cacher les choses, tu peux masquer, tu peux trouver une excuse, tu peux dire j'étais occupé, blablabla. Mais j'ai pas pu m'entraîner parce que j'ai pas pu faire mon piano, parce que voilà. Mais il va s'en rendre compte et au bout d'un moment tu vas être obligé de te dire bah voilà, je ne remplis pas mon contrat, je paye, je déçois un peu mon prof à nouveau si c'est quelqu'un qui compte sur toi, pour lequel qui a du respect pour toi, qui t'aime d'une certaine façon, eh bien tu n'as pas envie de le décevoir, et ça rajoute encore une pression en plus. Donc voilà. Après, le coach, tu vois, lui, c'est son métier, il est payé, c'est aussi une relation professionnelle, et donc à partir du moment où il est payé et qu'il fait son maximum, bah voilà, tu vois, c'est énormément de pression positive pour faire quelque chose, mais au bout d'un moment, si tu le fais pas, eh ben c'est foutu, tu vas rien avoir comme résultat. Ça reste quelque chose où, au bout du compte, il faut faire les choses soi-même, malgré toute l'aide que tu as. Eh bien, il faut passer à l'action, mais c'est un bon moyen pour s'aider quand même. Parce que voilà, si le coach est de ton côté, il va vouloir ton succès, il va vouloir t'aider, il va vouloir te pousser. Ça reste en plus un espèce d'ami, d'encouragement, comme ton père qui t'encourage au bord de la piste de triathlon parce que tu fais du triathlon et que ton père vient te voir à ta compétition et qui t'encourage. Tu te dis waouh, yes, il m'encourage, c'est un petit boost en plus. Moi, je me souviens très bien, j'ai commencé le piano, j'en parlerai dans un autre podcast plus en détail, mais j'ai commencé le piano et comme beaucoup de gens avec lesquels je parle qui ont fait un instrument de musique, quand je rencontre des gens aujourd'hui qui ont mon âge, qui ont 30 ans et qui me disent « Ah ouais, j'avais fait de la flûte, ah ouais, j'avais fait du piano, j'en ai fait 3-4 ans, après j'ai arrêté. » Et peut-être que tu te reconnais un petit peu dans cette histoire. Eh bien moi, il m'est arrivé exactement la même chose. J'ai fait 3 ans de piano et ensuite, je me désintéressais. J'avais quoi, 18 ans peut-être à ce moment-là. Ouais, je commençais à m'intéresser à la muscu, à m'intéresser aux filles, à m'intéresser à la nutrition, à d'autres choses. J'étais là en mode, bon, le piano, ça me saoule un peu d'avoir à en faire. En plus, mes parents payent pour ça et puis je rentabilise peut-être pas complètement le truc. Je suis désintéressé. Enfin bref, je rationalise le fait que je veux arrêter. Et je me présente devant ma prof un soir. Parce que mes parents m'ont dit « Ok, si tu veux arrêter le piano, concrètement, on va pas te forcer, ça sert à rien qu'on te force à le faire, mais c'est à toi de l'annoncer à ton prof. Évidemment, tu vas pas te cacher derrière nous, faut assumer. Si tu veux arrêter quelque chose, tu l'assumes, tu l'annonces toi-même et tu te caches pas derrière quelqu'un d'autre. » Donc j'ai dû me pointer devant ma prof, parce que c'était ma première prof du piano, qui était une femme extrêmement gentille, et quand j'ai même ouvert la bouche, tu vois, ça devait se lire sur ma gueule en vrai. Quand je suis arrivé, j'ai dû faire n'importe quoi pendant la séance, je me souviens absolument pas. Et à la fin, j'étais censé lui annoncer que je voulais arrêter. Et là, elle l'a vu sur ma gueule, j'avais à peine ouvert la bouche qu'elle m'a tout de suite arrêté. Elle m'a dit « Eric, je me souviens plus exactement ces mots. En plus, elle était russe, tu vois, donc elle avait un accent russe de ouf en français, accent que je n'oserais pas tenter de parodier ou d'imiter parce que c'est pas mon accent de prédilection. Mais elle m'a dit un truc du genre, Eric, non, je t'interdis d'abandonner, je t'interdis d'arrêter. Tu ne veux pas, tu ne dois pas, tu vas le regretter. Bref, je me souviens pas ce qu'elle m'a dit, tu vois. Elle m'a pas dit, Eric, t'es une merde, tu vas te sentir comme une merde si jamais t'abandonnes, tu vas regretter dans 15 ans parce que t'auras arrêté un truc.
Et c'est ça que ça voulait dire quand même, sauf qu'elle me l'a extrêmement bien présenté. Pourquoi ? Elle a sûrement de l'expérience là-dedans. Elle en a vu plein des gens qui viennent la queue entre les jambes lui dire « Ok, je vais arrêter les cours. » C'est son métier, tu vois. C'est son métier. Mais elle était profondément gentille, tu vois. Elle voulait vraiment m'aider. C'était vraiment une bonne prof, une bonne coach. Et elle savait vraiment que c'était bien pour moi. Et putain, elle avait raison. C'était vraiment bien pour moi de faire du piano parce que j'étais un adolescent extrêmement renfermé. Elle a dû le voir, elle a dû voir que ça devait m'aider à m'ouvrir un petit peu à moi-même. Tu vois, jouer de la musique, c'est un truc de fou. Ça te permet de créer des émotions. Moi, ça me permet d'obtenir des émotions que je peux obtenir nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, 15 ans après avoir commencé le piano, j'en ai toujours un. Et c'est grâce à elle. Parce que si ce jour-là, elle m'avait dit « Eric, bas les couilles, de toute façon je vais être remplacé par un autre étudiant qui me payera parce qu'il y a une file d'attente dans cette école et puis que je m'en fous, moi je suis là pour faire mes heures et puis prendre ma thune et puis si tu continues ou pas je m'en fous, tu vois, elle était vraiment plus impliquée que ça. Si elle avait pas eu cet élan je sais pas, de bon sens, si elle avait pas trouvé les bons mots, si elle m'avait pas mis une pression supplémentaire, parce que quand le prof te met ça, c'est une pression de ouf à nouveau, hein. C'est à nouveau, là t'es face à lui, tu lui as dit que tu veux arrêter, tu lui dis non une première fois, l'autre te dit non mais oui, et là tu dois encore dire non en fait, là ce que tu dois dire, non, je veux abandonner, j'abandonne, tu dois le dire, tu dois le voir, tu dois le répéter encore et encore, et c'est une pression encore supplémentaire, c'est un petit peu le dernier bouclier, la dernière pression que ton mentor pourra te mettre éventuellement. Et moi, je suis extrêmement reconnaissant qu'elle ait usé de cette arme, parce qu'aujourd'hui, j'en suis super content. J'aurais arrêté le piano, j'aurais aujourd'hui dit ouais, j'ai fait du piano pendant 3-4 ans, et c'est déjà très bien, parce qu'en plus, ça revient assez rapidement, hein. C'est intégré dans le cerveau, c'est un peu comme le vélo, ça peut revenir assez vite, je pense, si tu reprends. Sauf que tu as arrêté, tu dis j'ai perdu mon niveau, ça va être compliqué, je vais devoir recommencer depuis le début. Et ça peut, clairement, la plupart de ces gens ne recommencent jamais, je pense, l'instrument que leurs parents leur ont fait essayer plus jeunes. Bref, voilà, je vais arrêter là pour cette méthode, elle est vachement longue, mais voilà, il y avait un peu de storytelling à raconter là-dessus, de par ma propre expérience, et je trouve ça bien plus intéressant de baser cela sur mes expériences. Voilà, c'est la méthode la plus coûteuse de toutes, notamment en termes d'argent, en termes d'émotion, tu vois, c'est des ressources émotionnelles énormes, de devoir te dire, oulala, il faut que je m'entraîne parce que mon prof m'attend, oulala, il faut que je fasse attention. C'est vraiment une forte pression qui coûte cher à tous les niveaux, mais qui peut être extrêmement efficace si tu as les moyens de te la payer et que tu as le courage, entre guillemets, de passer ce contrat avec toi-même. Parce que même si tu as les moyens, t'as peut-être pas envie d'avoir quelqu'un, entre guillemets, sur ton dos pour te pousser. Bref, voilà, c'était pour cette 3e méthode. Et je vois que l'heure tourne, hein. L'épisode est déjà relativement long. Purée, je te demandais dans le dernier épisode si tu voulais des épisodes plus courts. Alors, j'ai eu aucune contre-indication, au contraire, on m'a plutôt dit que si c'était long, c'est mieux. Eh bien voilà, tu vas être servi parce que je sens que cet épisode va être assez long. Quoi qu'il en soit, les 3 dernières sont peut-être pas aussi longues que la numéro 3. On va passer à la méthode numéro 4 qui est un petit peu plus abstraite, un petit peu moins concrète, mais je l'ai mis sur ma liste la nuit dernière, donc je vais quand même te la présenter. C'est la motivation intrinsèque. Alors, avoir un pourquoi. Voilà, le pourquoi, tu en as beaucoup entendu parler, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans l'épisode 18 de ce podcast, sauf erreur, ainsi que dans ma dernière vidéo YouTube, donc je vais pas trop m'étaler dessus, voilà, ce sera l'occasion de faire un truc pas trop long, mais ça vaut la peine d'être rappelé parce que je pense que c'est un outil très puissant, c'est très facile d'écouter un truc sur le pourquoi et de se dire « Ah ouais, cool, le pourquoi, c'est vrai, c'est trop bien en fait, il faut savoir pourquoi tu veux faire les choses, je vais le faire », et tu le fais jamais. Par contre, tu t'es d'accord, quand tu entends le truc, tu dis « Ah ouais, c'est vrai, c'est bien, il faudrait que je le fasse », et tu le fais jamais. Donc, si je te rabâche encore un tout petit peu le truc là-dessus, peut-être que ça t'aidera à passer à l'action. Je sais que moi, ça m'a pris très longtemps avant de le faire, parce que je l'ai réellement fait, je l'ai fait plusieurs fois, mais ça coûte énormément de le faire. Même si tu te dis, ouais, en fait, en une demi-heure, ça peut être fait. Alors, ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre 2 jours, voilà, ça dépend de tous. Mais prendre le temps de se poser avec soi-même, de creuser un petit peu la question de pourquoi est-ce qu'on veut vraiment faire ça ? Pourquoi c'est important de perdre ces 4 kilos ? Pourquoi est-ce que tu as envie de jouer du piano ? Alors ça, tu vois, ça m'a pris très longtemps de trouver mon pourquoi dans le piano, clairement, parce qu'au début, c'était ok, c'est un instrument, mes parents m'ont proposé ça, je tenais ça de ma grand-mère qui m'a un petit peu donné envie de commencer le piano. Mais il y avait pas de vrai pourquoi derrière. Et là, aujourd'hui, j'ai bien compris ce que le piano m'apporte. Il m'apporte vraiment quelque chose
que rien d'autre ne m'apporte. Ça, j'en parlerai une autre fois, du coup. Mais voilà, avoir eu cette discussion avec moi-même à propos du piano, à propos de pourquoi j'enregistre ce podcast, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos YouTube, pourquoi est-ce que je fais ces choses alors que je pourrais en faire moins quand même, je pourrais m'en sortir avec moins, surtout aujourd'hui, eh bien ça peut permettre de trouver un petit peu des révélations dans pourquoi tu veux faire ça et qui rendront tout l'ensemble un petit peu plus facile, qui te demanderont moins de discipline pour faire les choses. Ça peut notamment te servir de rappel mental lorsque la procrastination pointe son nez, lorsqu'il est mercredi après-midi, un mauvais exemple, lorsqu'il est lundi après-midi et que Eric se dit je pourrais enregistrer le podcast aujourd'hui parce qu'il sort jeudi, comme ça j'ai un petit peu d'avance, c'est bien, et puis qu'ensuite je me dis mais en fait tu pourrais genre écrire un peu un script sur l'autre truc, tu pourrais aller regarder un peu les commentaires, tu pourrais aller regarder tes stats YouTube, mec, purée, est-ce qu'elles ont beaucoup changé depuis hier? Et il faut vite aller voir combien de vues t'as fait aujourd'hui, tu vois, ce genre de bail complètement bidon où ça m'arrive beaucoup, je suis clairement coupable de cela, c'est cette fausse productivité où tu te mens à toi-même en te disant que tu vas faire quelque chose d'utile alors qu'en fait c'est que de la procrastination. Bref, avoir ce pourquoi. Ah, t'as vu, je te parle du fait que j'ai un pourquoi et tout ça, et puis ensuite je te dis que je procrastine et tout. Eh ben oui, l'un n'empêche pas l'autre, on procrastine tous, moi le premier, je procrastine tous les jours pour le coup. Mais vu que c'est un petit peu la loi du j'ai réussi une fois, mais c'est parce que... c'est plutôt la loi de j'ai essayé, j'ai échoué 9000 fois, mais c'est grâce à ça que j'ai réussi 100 fois. Et que tu es obligé de passer par beaucoup d'échecs pour réussir à faire quoi que ce soit. Donc procrastiner énormément, ça veut quand même dire avoir beaucoup d'occasions de procrastiner, et si tu as beaucoup d'occasions de procrastiner, si tu arrives à en convertir suffisamment de façon positive, ce que j'espère réussir à faire à peu près, eh bien ça te permet quand même d'y gagner au bout du compte. Bref, qu'est-ce que je racontais ? Oui, je parlais de rappel mental par rapport à cette procrastination. Quand tu es en train de te dire « mais je pourrais plutôt faire ça », si tu te rappelles un petit peu pourquoi, en fait, tu voulais faire ça à la base. Parce que quand tu rentres dans une habitude, tu fais les choses un peu mécaniquement, tu peux oublier un peu pourquoi tu les fais, tu vois, quand ça fait des semaines que tu es en train de bouffer tes brocolis et tout ça, tu te dis, mais en fait, ces brocolis, ils ont toujours aussi mauvais goût, ils sont toujours pas bons parce que je mets pas d'épices, je varie pas j'utilise pas toutes les bonnes techniques de sèche qui sont à ma disposition, eh bien tu peux facilement oublier et puis te dire ok balèque, de toute façon c'est pas bon, et puis en plus ça sert à quoi d'avoir des abdos, ça sert à rien du tout, bref, tu vois, effectivement, si ça ne sert à rien du tout d'avoir des abdos, pourquoi est-ce que tu en veux ? Pourquoi ? Bref, je vais m'arrêter là au niveau du pourquoi. Je te recommande éventuellement les livres de Simon Sinek, qui s'appelle Start with Why et Find Your Why. Donc commence avec pourquoi et trouve ton pourquoi, qui sont des livres intéressants à ce sujet que j'ai lus il y a longtemps. Il faudrait peut-être que je me fasse une piqûre de rappel parce que ça fait un petit moment que je les ai lus. Mais je te recommande, ça peut clairement t'aider. Quoique, je vais continuer un tout petit peu sur le pourquoi, parce que je viens de penser à un truc, c'est que oui, c'est un rappel mental que tu peux te faire, mais qu'est-ce qui est plus efficace qu'un rappel mental ? Eh bien, un rappel physique, bien sûr. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est de l'écrire. Tu vois, tu as trouvé ton pourquoi, tu sais pourquoi tu veux faire les choses, eh bien, l'écrire, poser ça par écrit, ça va t'aider de ouf. En fait, voilà, c'est clairement ça qui est important avec la motivation intrinsèque. J'imagine, d'ailleurs, j'ai même un exemple là-dessus vis-à-vis de moi. Quoi qu'il en soit, ça a clairement été prouvé par des études que écrire les choses, notamment écrire ses objectifs, que ceux qui écrivent leurs objectifs, eh bien, ils décuplent leur probabilité de les accomplir en fait. Tu prends deux groupes, un qui l'écrit, un qui l'écrit pas, tu les regardes 6 mois après, parmi tous ceux qui l'ont écrit, il y en a bien plus qui auront atteint leurs objectifs que ceux qui l'ont pas écrit. Tous autres paramètres contrôlés. Clairement, ça t'aide énormément. Pourquoi ? Parce que tu te vois écrire ça, tu écris ça, tu t'engages. C'est beaucoup plus marquant pour toi dans ta tête de l'avoir écrit, c'est noir sur blanc, c'est là, il y a une preuve, c'est pas juste une pensée que tu peux rationaliser away, comme ça, que tu peux pas juste oublier facilement en te disant « Ah mais non, en fait, j'avais pas vraiment cet objectif. » Tu vois, non, il est là, tu l'as écrit. C'est clairement impossible de se mentir à ce niveau-là. Et c'est peut-être aussi de là qu'est né le pouvoir de la signature. Tu vois, la signature, eh bien, c'est un engagement extrêmement fort. Ou peut-être que c'est de par cette signature que écrire les choses, eh bien, te donne ce sentiment d'engagement. Quoi qu'il en soit, ça ressemble à la signature. J'ai un petit exemple à ce propos.
les prisonniers de guerre américains chez les Chinois, ils étaient forcés, les Chinois ils avaient une stratégie mais extraordinaire, j'ai lu ça dans un livre, une stratégie de lobotomisation et de conversion au communisme des prisonniers de guerre américains extraordinaire. C'était vraiment de la torture mentale mais très difficile à déceler. En fait, par exemple, alors je vais pas tout te citer parce que j'ai pas tout en tête non plus, mais il leur faisait recopier des textes communistes. C'était pas en mode tu dois croire à ce que tu fais ou quoi. C'était juste ok, bah on va te faire des travaux inutiles, tu vas recopier des livres pour qu'on ait plus de livres sur le communisme, voilà, juste pour qu'on puisse les donner à nos propres citoyens, mais toi t'es évidemment pas, voilà, ça t'engage à rien. Et c'est pour ça qu'ils le faisaient, les prisonniers, ils sont là en mode ok, bah je m'en bats les couilles, je recopie tes trucs, comme ça tu me laisses tranquille, et puis moi de toute façon je continue de penser que le capitalisme c'est bien, tu vois. Et en fait, bah à force d'écrire ces choses, bah ces gens ils écrivent, ils lisent les textes, ils les écrivent, et ensuite les Chinois ce qu'ils leur demandaient de faire c'est de signer ces livres, tu vois. Alors oui, tu as recopié un livre, ok très bien, tu peux signer en bas du livre s'il te plaît. Et le gars, bon ok je signe, balèque, hein, de toute façon j'ai été forcé à le faire, enfin bref, tu vois. Il faisait ça. Il faisait aussi des concours de dissertation sur le communisme. Je me souviens, il faisait des concours. Parmi tous les prisonniers, tu faisais une dissertation sur le communisme et celui qui gagnait, il gagnait des avantages. Il gagnait un coup de téléphone ou plus de nourriture ou du confort, un truc du genre, tu vois. Et ensuite, il regardait cela, il prenait ses dissertations et ses textes recopiés et signés et il les montrait aux autres prisonniers, tu vois. Ils utilisaient ça encore pour convertir les autres en mode « Regarde, ton pote, il a écrit ça. Ton pote, il a écrit ça, il l'a signé. » Et du coup, petit à petit, beaucoup de ces prisonniers, sont revenus ensuite en Amérique. Ils ont été étudiés, ils ont fait, une étude a été faite là-dessus. Et beaucoup de ces gens, à la fin, ils étaient là en mode, ouais, le communisme, c'est pas si mal en fait, c'est pas si mauvais. Et moi, je suis pas en train de poser un jugement là-dessus. J'y connais rien au communisme non plus. Je me permettrais même pas vraiment d'en parler, tu vois. Mais je trouvais ça extraordinaire. C'est rien que de faire écrire les choses à ces gens, même des choses auxquelles ils ne croyaient pas et ils pensaient ne jamais croire, ça les a convertis. J'ai lu cet exemple d'ailleurs dans le livre qui s'appelle « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. C'est un excellent livre que j'ai lu 2 fois, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, dans lequel tu trouveras énormément d'outils d'influence et de manipulation, comme celui-là, qui sont très puissants, que tu peux évidemment utiliser sur les autres, ce qui est beaucoup fait dans le marketing, par exemple, mais que tu peux aussi utiliser sur toi-même. Et c'est un livre extrêmement cool. D'ailleurs, pour tous ces livres et tout ce que je propose, tous mes livres que j'ai lus, que j'ai en tête, tu peux les retrouver sur ericflag.com/livre avec un S. Là, tu auras la liste de tous mes livres, tout ce que j'ai lu, pourquoi j'ai trouvé ça bien ou pas bien. Remarque, je mets que les livres que j'ai trouvé bien et pour qui éventuellement je les conseillerais. Donc voilà, je te mets ça là. Tout ça pour dire que d'écrire tes objectifs ou quoi que ce soit de ce genre, ça va te permettre d'exercer cette pression sur toi-même. Je me souviens, voilà, j'en arrive à mon exemple qui m'a donné cette idée d'anecdote de pourquoi écrit. Quand j'étais en Australie, en 2015, j'ai fait un échange universitaire. À la fin de mon master, j'ai passé mon dernier semestre en Australie pour faire mes derniers cours, pour terminer mon master. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, ok, je vais en Australie, c'est le pays des beaux gosses, tu vois, je vais aller à la plage, je vais faire du surf, il faut que je sois BG. En plus j'étais célibataire, il faut que je sois beau gosse. Alors j'étais déjà pas mal, tu vois, à ce moment-là, je faisais déjà de la muscu depuis longtemps, j'avais des résultats, sauf que j'étais encore un peu hardcore en mode, ok, hardcore, tous les ans je fais une sèche, comme ça j'ai des abdos, et puis comme ça, je plais aux filles, tu vois, ça aide quand même, enfin je me plais à moi-même et je plais aux filles, enfin tu vois, toutes ces histoires. Quoi qu'il en soit, je suis arrivé en Australie et j'avais un petit peu de mal à faire. Ah non, qu'est-ce que je raconte ? Non, c'était vers le début de quand j'ai commencé à faire les choses correctement. C'était 2 ans après que je commence à m'entraîner correctement. Parce que ma première vraie sèche parfaite, elle était en 2017. Donc c'était quand même après. C'était juste avant que je commence YouTube que j'ai bouclé un petit peu toutes ces histoires de sèche. Mais en Australie, j'étais encore un petit peu en train de struggle, tu vois. J'avais un petit peu de mal avec tout ça. Donc je me souviens très bien que j'avais écrit une page. Je me souviens dans ma maison en coloc en Australie. Et j'avais écrit sur une page A4 à propos de ma sèche. J'avais écrit des choses en mode « Eric, tu veux... ça va sonner un peu cliché, d'ailleurs, je m'en souviens pas très bien, mais je crois que je l'ai gardé. Ouais, je suis sûr, je l'ai gardé. Quand j'ai déménagé, je l'ai vu, je l'ai redéplié, parce que je l'avais gardé. Après, c'était un souvenir frappant pour moi, quand même, parce que j'avais vraiment écrit « Eric, tu veux ça ?
Pourquoi tu le veux? Tu te souviens pourquoi tu le veux? Tu veux... Ouais, non, je sais même pas si je vais oser te dire ce que j'avais écrit. C'est assez personnel, en vrai. C'est assez personnel, mais j'avais écrit mes motivations. Je voulais ça, je voulais me plaire à moi-même, je voulais pas me voir comme une merde, tu vois. J'avais même utilisé des mots un petit peu comme ça. Je dis, sois pas une merde. Si jamais t'as faim, tu bois un grand verre d'eau. Si jamais t'as faim, eh bien, tu fais X ou Y. J'avais écrit des trucs comme ça. Je l'avais signé. J'avais même surligné en couleur des choses sur cette page. Et je l'avais scotché au mur dans ma chambre. Et c'était une chambre, tu vois, j'étais là pour 4 mois. Il n'y avait pas beaucoup de choses dans cette chambre, hein. Clairement j'avais une valise avec des vêtements, quelques bails, et puis cette feuille accrochée dans ma chambre où personne d'autre que moi ne l'a lue. C'est pas vrai. Ensuite je suis rentré, je l'avais gardée, et je me souviens qu'une de mes copines, la copine que j'ai eue après être rentrée, elle l'a lu, et elle s'est profondément excusée après. Bon, elle était chou. Elle avait lu ça, elle s'était profondément excusée. « Oh Eric, désolé, j'ai vu ça, ça me concernait pas du tout, etc. » Et puis voilà, c'était un tout petit peu embarrassant, mais même pas, tu vois, ça montre que t'es... Ouais, je sais pas, je me dis que voilà, au moins ça montrait que j'étais quelqu'un qui avait envie de réussir à faire certaines choses, et ça m'avait vraiment aidé cette chose, parce que cette feuille, elle est là. Déjà, tu peux la lire tous les matins, tu te lèves, tu la lis le matin, tu te dis ok, je suis cette personne que je veux être, elle est comme ça, elle fait ces choses. Si jamais elle a un problème, si jamais elle a faim encore après son repas, mais que elle sait que le plan il est bon et que le plan il faut le suivre et qu'il faut pas tricher, eh bien il y a des solutions qui sont proposées par cette personne que je veux devenir. Et c'est un rappel constant de tout cela. Et quand tu veux tricher, quand j'avais envie de flancher, eh bien, je savais que je trompais cet accord, que je trompais ce pacte avec moi-même, et c'était bien plus difficile à accepter et à rationaliser que si c'était juste un truc que je me suis dit rapidement dans ma tête avant de partir, en mode ok Eric, tu vas partir en Australie, tu vas faire une sèche, tu vas être beau gosse, tu vas plaire à tout le pays. Ouais, tu vois, je dis n'importe quoi. Si je m'étais juste dit ça vite fait, j'aurais pu l'oublier en 2 secondes. Ok Eric, putain, t'as vu ces beignets, ils ont quand même l'air vachement bons. On s'en bat les couilles des abdos, tu sais même pas pourquoi tu les veux en vrai. Eh bien non, là je le savais. C'était écrit noir sur blanc, c'est moi qui l'avais écrit. Et du coup, voilà, c'était une grosse pression vis-à-vis de moi-même. Bref. Méthode numéro 4, je crois qu'elle est bouclée. On va passer à la numéro 5 parce que purée, dis donc, ça passe vite. Méthode numéro 5, avec un petit nom que j'ai sorti un peu comme ça de je ne sais où, que j'ai appelé les contraintes d'environnement. Alors là, bon, en vrai, c'est juste la gestion de ton environnement, disons. C'est encore quelque chose dont j'avais parlé, d'ailleurs, j'en avais parlé un petit peu dans l'épisode 18 aussi, celui dans lequel je parlais du pourquoi. C'est gérer son environnement. C'est gérer son environnement physique, et pas que physique d'ailleurs. Par exemple, un exemple assez simple, je vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus du coup, mais j'ai quelques exemples en plus, je suppose. Ne plus acheter de chips. Ne plus acheter de chips quand tu fais les courses, eh bien ça pose une contrainte sur ton environnement qui est ok, je veux perdre du poids, manger des chips, c'est compatible peut-être, mais c'est difficile, et je sais surtout, je me connais, j'arrive pas à me contrôler, je peux pas juste manger 15 grammes de chips, tu vois, qui c'est qui arrive à manger 15 grammes de chips en vrai? Ces chips sont engineered, elles sont créées, étudiées par des scientifiques pour qu'elles soient le plus addictives possible, jusqu'à leur goût, leur couleur, leur craquant. Tout est contre toi, vraiment, l'industrie de l'alimentation est vraiment là pour que tu deviennes ultra gros, ultra gras, ultra... Voilà, tu vois, hein, ceux qui vendent des chips, ils veulent que tu sois accro aux chips. Bref, tu es conscient de ça, et donc tu sais que tu ferais mieux de pas en acheter, parce que si tu as des chips dans ton placard, tu vas pas en manger 15 grammes, tu vas te faire le paquet de 150 grammes, tu vas te taper 700 calories en plus sur la journée, et ça, c'est difficile à contrebalancer, et en plus, tu peux entrer dans la spirale de la culpabilité, et ça, c'est compliqué. Donc, si tu es chez toi, que tu as envie de chips, mais qu'il y en a pas, eh bien, tu dois payer pour aller chercher les chips. Tu dois payer, tu dois sortir de chez toi, tu dois aller jusqu'au magasin, jusqu'à la station-service, prendre tes chips, rentrer. C'est beaucoup de temps pendant lequel tu vas te voir faire tout ça. Et tu vas te dire, oula, purée, je suis vraiment prêt à faire tout ça pour tricher et m'auto-saboter. C'est chaud. Tu as normalement le temps de revenir un petit peu à la raison, ou bien c'est plus facile, et bien tout simplement, ce que tu ne vois pas, c'est plus difficile d'en avoir envie, tout simplement. Ce genre de contrainte d'environnement apparaît dans plein de choses qu'on fait au quotidien. Par exemple, quand tu vas réviser tes cours à la bibliothèque de l'université, c'est parce que tu sais que quand tu es chez toi, eh bien, tu as trop de distractions. Tu as ta télé, tu as ton ordi, tu as ton frigo, tu as plein de trucs, et puis c'est pas trop dur d'aller jusqu'à la bibliothèque, donc tu sais que tu payes là tout de suite pour
pour mieux réviser tout simplement. Donc tu y vas, et une fois que tu es sur place, tu as une ambiance de travail générale, tu as un environnement avec moins de distractions qui peut beaucoup t'aider à te mettre dedans et à y rester. Alors après, évidemment, attention au dérapage quand même, parce que les pauses de 2 heures avec les potes de la bibliothèque à tout bout de champ pendant la journée, ça peut aussi être contre-productif. Donc voilà, faire attention à ne pas remplacer une distraction par une autre, mais se poser ce genre de questions, c'est intéressant. Par exemple, quelque chose auquel j'ai pensé, peut-être même quelque chose sur lequel je fantasme, tu vois, dans ce podcast, on est intime, c'est ici que je raconte le plus de trucs sur moi, sur ma vie. Je vais te parler d'un de mes fantasmes, c'est un fantasme chelou, tu vois, ça n'a rien de sexuel, c'est d'avoir une pièce vide, une pièce complètement vide chez soi, par exemple avec juste un bureau, juste un bloc-notes, juste un stylo, pas de connexion internet, et quand tu es là-dedans, tu trouves un moyen de t'enfermer là-dedans, peut-être même je pense à un truc, ça doit sûrement exister, alors je vais pas aller jusque-là, tu vois, mais je me complais un peu dans l'idée que ça serait stylé d'avoir ça, pour me forcer à écrire parfois. Tu sais, tu vois, par exemple, tu pourrais t'enfermer à clé, et puis ensuite tu mets la clé dans un espèce de coffre-fort contre le mur, avec une minuterie, et puis au bout de 60 secondes, la porte s'ouvre, et là, t'as le droit de sortir. Du coup, tu te contrains physiquement, tu t'emprisonnes, et une fois que t'es dans cette pièce emprisonnée, parce que tu as réussi à passer, voilà, à te mettre dans cette situation, parce qu'il faut avoir envie, il faut le faire quand même, tu vois, c'est quand même à toi de le faire, personne va te jeter dedans et t'enfermer normalement. Même si c'est possible, et ça c'est la dernière méthode, mais on va en parler juste après de cette dernière méthode qui pousse vraiment le truc à l'extrême, eh bien une fois que t'es coincé dans cette pièce pendant 1 heure avec juste une table, un bloc-notes et puis peut-être une fenêtre, tu vas regarder par la fenêtre pour glandouiller pendant 8 minutes, tu vas regarder le ciel des gens qui passent ou les trucs. Au bout d'un moment, tu vas te faire un peu chier, tu vas te dire je vais quand même écrire, j'ai vraiment que ça à faire, tu vois. Ou presque, on va pas entrer dans les autres choses que tu peux faire avec toi-même parce que voilà, c'est pas approprié, mais tu vas pas faire ça pendant 1 heure non plus, j'espère. Quoi qu'il en soit, tu vas trouver le courage au bout d'un moment d'y aller. Puis si c'est pas 1 heure, tu te mets 1h30, 2 heures, et puis ensuite ça peut le faire, tu vois. Ça, vraiment, c'est la contrainte d'environnement poussée à l'extrême, mais qui peut être assez cool. Tu vois, ça peut aussi être tout simplement d'avoir un ordinateur dans cette pièce qui n'a pas internet, mais qui est... ce serait d'avoir un deuxième ordinateur qui n'est pas l'ordinateur sur lequel tu joues avec toi-même, ou sur lequel tu joues aux jeux vidéo, ou sur lequel tu es constamment sur Facebook, etc. Ça peut être un deuxième ordinateur qui est vide, qui est vierge, tu vois, littéralement vierge, et je te laisse interpréter ça comme tu le veux, mais qui est un ordinateur réservé au travail. Il n'y a pas d'application installée dessus, autre que celles qui sont faites pour travailler. Et si tu n'as pas de connexion Internet en plus, un ordinateur en vrai sans Internet, ça sert pas à grand-chose, on va pas se mentir. Donc si tu as juste Word pour écrire, eh bien voilà, ça peut remplacer le bloc-notes, ça peut être plus pratique, etc. Ça peut te permettre de faire d'autres choses. Enfin, tu vois, à toi ensuite de voir quelles contraintes pourraient être efficaces sur toi pour réussir à faire ce que tu veux réussir à faire. On est tous différents, on a tous des motivations différentes. T'enfermer dans une pièce pour te forcer à écrire des trucs sur une feuille de papier, peut-être que toi, ça te vend pas du rêve. Moi, ça correspond assez bien au genre de choses que j'ai envie de faire, parce que mon travail se résume beaucoup à écrire, à penser et à créer, et ça passe beaucoup par l'écriture. Donc, et ça, c'est la phase la plus difficile, vraiment la chose la plus difficile pour moi, de me poser devant une feuille plus ou moins blanche et de travailler. C'est tellement facile d'idéaliser le fait que si je vais regarder X ou Y stats ou commentaires, c'est du travail aussi. Non. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir ça. D'ailleurs, on parlait d'intimité et de choses que je raconte nulle part ailleurs. Je suis en ce moment en train de chercher un nouvel appartement, peut-être éventuellement que j'aurai trouvé, et c'est un appartement où j'aurai une pièce. J'aurai des pièces dans cet appartement, figure-toi. Il y en a une qui va être un full studio YouTube plus podcast. Je me réjouis, je vais pouvoir m'acheter du bon matos podcast, me faire un setup YouTube, etc. et avoir cette pièce qui ne sert qu'à travailler. Ce sera mon bureau et je pourrais séparer vraiment mon bureau de où je travaille avec le reste de ma vie privée où je ne travaille pas. Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'avoir des choses qui sont dédiées à certaines choses. Tu vois, je vais préciser parce que chose, c'est pas des super bons exemples, bien sûr, mais si tu as des habitudes qui sont déjà intégrées et associées à un endroit ou un objet spécifique, c'est très très difficile de ne pas te laisser distraire, au moins mentalement,
par ses habitudes. C'est pour ça que tu vas à la bibliothèque, parce que tu as l'habitude de travailler là-bas et pas chez toi. C'est pour ça que tu vas au Starbucks du coin quand tu veux te bosser un peu, parce que tu sais que quand tu y vas, c'est associé au fait, ok, tu prends ton café, tu as ta récompense. Tu prends ton café super cher, tu as ta récompense. Après, il faut payer. Payer, c'est travailler. Mais tu associes cela au travail. Et donc, si tu essayes de bosser sur le canapé ou tu regardes aussi la télé ce soir, ou alors si tu joues à Fortnite sur le même ordi qui te sert à faire tes devoirs, eh bien, ça va être compliqué. Tu te mets des bâtons dans les roues. Donc, voilà, si tu travailles dans ton lit, si tu fais caca là où tu manges, pour prendre une expression qui représente un petit peu cela, tu te sers de la merde à manger. Ouais, bon, c'est peut-être pas bien de rester sur cette image, mais tout ça pour dire que tu ne te rends pas service. Donc, si tu peux modeler ton environnement de façon à te donner toutes les chances de réussir, eh bien, ça peut beaucoup t'aider. Et pour cela, ça commence par regarder autour de soi, regarder son environnement, regarder ces choses qui sont là, qui semblent un petit peu immuables, des choses qui sont là depuis tellement longtemps que tu ne penses même pas que tu peux les remettre en question. J'en avais parlé, j'avais donné cet exemple pour la liste de courses dans l'autre épisode. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour tout ce qui est chez toi, dans ton appartement, cet objet, pourquoi il est là, ce canapé il sert à quoi, qu'est-ce que je fais dessus, etc., etc. Est-ce que je me simplifie la vie avec cela ? Voilà, tu peux regarder autour de toi pour regarder ton environnement physique, tout comme ton environnement social, à nouveau, j'en avais parlé, mais si tu traînes toujours avec les mêmes personnes qui t'aspirent dans le côté où tu sais qui t'éloignent de tes objectifs, peut-être remettre en question ces relations, ça peut t'aider à aller dans la bonne direction. Voilà, à propos de cela, je vais recommander un autre livre pendant que j'y suis, parce que je sais pas, si tu écoutes des podcasts, tu dois quand même pas être complètement contre l'idée de lire des livres. Le livre Deep Work de Cal Newport, que tu trouveras aussi sur mon site, est excellent à ce niveau-là. Deep Work, c'est travail concentré. Il commence son livre en parlant de je ne sais plus qui, un philosophe très connu, Goethe ou Freud ou je ne sais plus qui allait s'enfermer dans une tour, tout en haut d'une tour où il n'y avait personne pour réfléchir, pour écrire, pour créer, pour penser sans distraction. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, purée, vas-y, je me suis masturbé un peu sur cette idée, tu vois. On parlait de fantasme, je me suis dit, waouh, c'est trop stylé, j'adorerais avoir une tour dans laquelle je pourrais aller m'enfermer pour me forcer à travailler. J'ai beaucoup aimé ce livre qui t'apprend à te mettre dans cet environnement, dans ces conditions pour essayer de faire du travail, le travail qui est vraiment important. Voilà, sur ces belles paroles, on va passer à la dernière méthode, la méthode numéro 6 dont j'ai entendu parler, ça vient clairement pas de moi bien sûr, qui s'appelle le reverse bet, c'est-à-dire le pari inversé quelque part. Et là, ça mélange encore des choses qu'on a vues dans les méthodes d'avant, tout ça pour créer le petit monstre ultime quelque part. Parce que dans la méthode numéro 5, tu te contraignais toi-même sur ton environnement physique et tu étais ton propre gardien. C'est-à-dire que si toi tu décides d'arrêter de faire ce que tu fais, de retourner dans ton canapé à Fortnite et puis de faire ça, tu le peux, personne ne va t'en empêcher. La méthode numéro 6, tu pousses le truc encore plus loin. Tu engages un gardien qui n'est pas toi-même pour te surveiller et te forcer à faire les choses. Et tu prends un engagement vis-à-vis de cette personne. C'est vraiment, alors c'est peut-être relativement compliqué. Je vais essayer d'expliquer un petit peu cela. Par exemple, je connais un site internet qui s'appelle Stick.com. Stick.com, ça s'écrit Stickk.com. C'est en fait un site qui te permet de mettre en action. Par exemple, tu peux dire, ok, je veux perdre 4 kilos au bout de ces 12 semaines. Je m'engage aujourd'hui, si je ne perds pas ces 12 kilos au bout de 4 semaines, je vais payer 2000 €. Je vais payer 2000 €. Et ce qui est recommandé de faire, justement, c'est là que c'est un petit peu contre-intuitif, c'est pas tu vas payer 2000 € à ton pote, pas tu vas payer 2000 € à une œuvre de charité qui te plaît bien, parce que ça pourrait te donner envie de rater. Parce que si tu rates, tu dis, bon, ok, au moins ça part une œuvre de charité, tout n'est pas perdu. Non, il faut que tu choisisses un réceptionnaire, il faut que tu choisisses quelqu'un qui va recevoir ton don que tu n'aimes pas. Tu n'as pas envie qu'ils le reçoivent. Un exemple assez marrant que j'ai vu, pour te contextualiser le truc encore plus, j'avais vu un YouTuber américain qui avait fait cela, et il en avait parlé en vidéo, il voulait se forcer à faire un vlog par jour pendant 1 mois.
Et donc, il avait utilisé un système comme cela. Je sais pas s'il a utilisé un site internet. Tu peux très bien le faire juste avec un pote à toi, tu vois, un pote qui est garant, qui joue le rôle du site internet. D'ailleurs, sur le site, tu dois désigner un garant, tu vois, quelqu'un qui a un login et mot de passe, qui peut attester de si oui ou non tu as fait la chose et de si oui ou non tu peux récupérer ton argent ou si ton argent va être débité. Mais lui, en gros, s'était engagé, si je ne fais pas un vlog par jour pendant un mois, je dois faire un don de $2000 à l'Office des impôts américains. Tu vois, carrément, c'est vraiment la dernière institution à laquelle tu as envie de donner plus d'argent, tu vois. Et il s'est vraiment engagé là-dessus. Et il l'a fait. Moi, j'ai suivi ce mec, c'était il y a longtemps, pour le coup. Je sais pas trop ce qu'il est devenu depuis. Mais il l'a fait. Tous les jours, il a fait son vlog. Il avait mis d'autres trucs, il voulait poster sur Instagram. Il s'était mis des trucs assez contraignants. Mais le mec n'avait pas envie de perdre $2000 parce qu'il avait clairement choisi quelqu'un. Il avait été peut-être sur ce site. Et sur ce site, il a choisi un garant. Ton garant, c'est par exemple ton meilleur pote. Et ton meilleur pote, il a la consigne claire et nette. Et là, c'est à lui de respecter la chose. C'est si tu ne fais pas ce que tu t'es engagé à faire, eh bien tu payes. Et il faut absolument que toi qui engages ton pote à te surveiller, eh bien tu crois en le fait que ton pote va vraiment passer à l'acte. Parce que si tu te dis qu'il va se dégonfler et que non, en fait, il va pas le faire parce que ce serait con de me faire payer $2000, eh bien tu vas pas réussir. Ça dénature ça. Ça défait toute l'utilité du truc de base. Donc c'est à toi de choisir la personne qui tu sais quand tu vas lui dire mec, quoi qu'il arrive, t'appuies sur la gâchette. De toute façon, t'appuies sur la gâchette. Si t'es convaincu toi-même que la personne va appuyer sur la gâchette à la fin si tu fais pas ce qu'il faut, eh bien je peux te dire que la motivation va être supplémentaire et va être encore plus là. Parce que tu le sais aujourd'hui. Tu le sais que si dans 30 jours t'as pas fait tous tes vlogs, non seulement t'auras pas fait tous tes vlogs, c'est-à-dire que tous ces vlogs, c'est pas rien. T'es pas en train de te forcer à faire un truc inutile. T'es en train de te forcer à faire ce qu'il faut pour perdre du poids, à faire ce qu'il faut pour créer du contenu, à faire grossir ta chaîne YouTube, à faire grossir ton business et pouvoir quitter ton vrai travail, tu vois. Non seulement tu vas t'améliorer là-dedans si tu le fais, tu vas vraiment avoir des résultats, mais en plus tu ne vas pas payer $2000, tu vois. Donc là, c'est vraiment un énorme moyen de pression en plus. Mais alors il faut avoir des couilles quand même pour faire ça, tu vois. Faut être chaud, faut être motivé. Mais tu vois, tu voulais des méthodes efficaces et concrètes, voilà. Je t'avoue que moi-même, sauf erreur, je n'ai pas d'exemple personnel d'avoir déjà fait ça un jour. Mais ça pourrait être marrant. Je pourrais éventuellement faire ça. Et vu que je suis youtubeur moi-même, tu vois, et vu que j'aime bien parler de ce genre d'expérience personnelle, je pourrais faire cela et en faire une vidéo. Mais il faudrait que je réfléchisse au truc. Voilà, quoi qu'il en soit. Si tu vas sur ce site, stick.com, là, il y a pas mal d'exemples aussi sur le site parce que c'est un site, tu vois, c'est un site communautaire. Eux, évidemment, très certainement, ils prennent une petite commission sur le montant que tu décides d'engager parce que c'est des montants et comme ça, eux, ils se font leur petite com, ils se font leur petite thune et puis voilà, ils sont contents, j'imagine. Et il y a pas mal d'exemples. Ils mettent des exemples de gens, par exemple, les gens, pardon, purée, j'essaie de parler tellement vite que je m'embrouille dans mes propres mots. J'ai trop de trucs que je veux dire avant de les oublier. C'est comme cette nuit quand j'ai pensé à quelque chose. Fallait vite que je l'écrive. On respire un coup, on se calme un petit peu, Eric. Allez, c'est bon, tu vas y arriver. Sur ce site, il y a pas mal d'exemples. Il y a des gens qui disent, voilà, je m'engage à m'entraîner 3 fois par semaine pendant X semaines, X mois. Il y en a qui disent, je m'engage à ne pas fumer de cigarettes pendant 2 mois, ou bien ne pas fumer plus que 3 cigarettes par jour, ou bien ne pas manger plus que 2000 calories par jour, etc., etc. Après, voilà, comment est-ce que ça s'est vérifié ? Il faut quand même que ton garant, ton gardien, il puisse avoir un certain moyen de contrôle pour savoir si tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Après voilà, il n'y a aucun système qui est complètement infaillible, il faut réfléchir un peu au truc et faire en sorte que ça marche, mais ça peut être une motivation. De toute façon, il faut que le mec te croie. Si tu lui dis ok, j'ai vraiment rien fumé mec, je te jure, tu peux certainement trouver un système pour apporter certaines preuves, et puis si le mec te croit pas, boum, ça y est, tu payes, t'as perdu, et puis si tu voulais pas perdre, il fallait être plus convaincant, tu vois. Donc voilà, il y a d'autres moyens extérieurs qui peuvent t'aider. Il y a un site qui s'appelle getcoldturkey.com, Get Cold Turkey, tu vois, je vais essayer de pas prendre un accent français un petit peu trop fort. Tous ces sites et tous ces trucs, je vais les mettre dans les notes de l'épisode si jamais tu veux avoir les références des livres, les références des sites, je vais les mettre sur ericflag.com/22, comme ça tu as tout là-bas dans les notes de l'épisode, c'est un petit peu à ça qu'elles servent de base. Ceci est une extension d'un browser ou alors une application à installer sur ton ordinateur, je suis pas sûr, mais c'est quelque chose d'assez connu qui s'est fait un petit peu un nom dans le milieu parce que c'est une application
application qui te permet de bloquer ton ordinateur. Il te permet de bloquer un site en particulier, par exemple facebook.com ou youtube.com, tu sais, le genre de site qui peut éventuellement te distraire parce qu'il est à portée de clic. Tu peux choisir évidemment de bloquer plusieurs sites, tu peux décider de bloquer tout ton internet et tu peux même décider de bloquer ton ordinateur, certaines fonctionnalités de ton ordinateur. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble parce que je n'ai pas essayé, mais j'en ai entendu parler, c'est très convaincant et apparemment ça marche très très bien. C'est-à-dire que tu peux choisir un petit peu comment fonctionne le blocage. Tu peux décider que c'est un délai d'un certain temps, par exemple un compte à rebours. Boum, tu appuies sur un bouton et bam, pendant 1 heure, top chrono, eh bien Internet ne fonctionne plus sur ton ordinateur, donc t'as pas le choix, t'as aucun moyen de désactiver ça. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Une fois que tu appuies sur désactiver, faut pas avoir une urgence de vie ou de mort parce que c'est foutu. Vraiment, ce truc, apparemment, tu ne peux pas tricher, clairement. Et puis c'est le principe. Il faudrait, parce que c'est trop facile de tricher. Quand même, c'est un peu abusé. Donc tu as ça, tu peux choisir un compte à rebours, tu peux choisir des fenêtres spécifiques dans une journée, par exemple. Tous les jours de 17 à 19 heures, Internet ne marche pas sur mon ordinateur parce que c'est à ce moment-là que j'écris mon livre en sortant du travail pour essayer de créer quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut aussi être autre chose. J'ai vu sur leur site que ça peut même être jusqu'à ce que tu aies tapé un certain nombre de caractères dans une boîte de texte ou quelque chose comme ça. Si tu veux te forcer à écrire quelque chose, tu peux dire voilà, tant que j'ai pas écrit 2000 caractères, Internet n'est pas réactivé. Tous les autres sites ne sont pas réactivés. Alors là, c'est sûrement plus facile de tricher, tu vois, si tu copies-colles un truc que tu trouves sur Wikipédia. Je pense qu'ils ont une méthode. Je pense que le copier-coller ne doit pas marcher quand même, clairement. Je pense que là, voilà, je connais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont une version gratuite qui apparemment contient beaucoup de fonctionnalités et une version payante, évidemment, pour avoir des fonctionnalités pro, premium, etc. Donc, voilà, j'arrive gentiment au bout de cette dernière méthode, cette motivation. Là, vraiment, la motivation, en fait, dans cette dernière méthode, c'est en fait de deux choses différentes. La première, ça peut être la crainte de perdre quelque chose, comme de l'argent. Ça peut être une forte motivation. Si tu sais que tu ne fais pas tes vidéos tous les jours, tu vas perdre 2000 balles à la fin du mois. C'est une grosse motivation. Mais ça peut aussi être quelque chose d'autre. Il y a d'autres façons éventuellement de faire ça. Ça peut être perdre quelque chose dès le départ avec la promesse de le récupérer si tu fais ce qui doit être fait. Par exemple, te priver d'Internet pour le récupérer après. Ça peut être un autre exemple, ça peut être, tu vois, pour te priver d'Internet, tu peux faire autre chose. Tu peux très bien aller chez ton meilleur pote, tu lui donnes ton routeur Internet, tu lui donnes ton téléphone et tu lui donnes comme ordre de ne pas te rendre cela avant que tu reviennes toquer à sa porte avec ta dissertation de français qui est terminée propre en ordre, ou encore ton mémoire de fin d'études, ou n'importe quoi, ou encore, tu lui dis, voilà mec, tant que je suis pas devant toi sur la balance à te montrer que je suis passé en dessous des 100 kilos, parce que c'est vraiment un objectif pour moi depuis longtemps, je veux vraiment passer en dessous des 100 kilos, tant que je suis pas devant toi avec le chiffre devant tes yeux que je suis sous les 100 kilos, tu ne me rends pas mon téléphone. Tu vois, c'est peut-être un petit peu abusé, mais il faut trouver quelque chose, ou bien tu ne me rends pas les 2000 balles que je laisse chez toi. Ouais, bon, ça, il faut faire confiance aux potes. Si tu lui laisses 2000 balles pour qu'il te les rende 2 mois après, tu vois ce que je veux dire. Mais tu peux aussi faire ça, tu vois, avec un ami, avec quelqu'un. J'avais déjà fait ça avec une de mes anciennes copines, sauf erreur, qui m'avait confié son téléphone pour qu'elle révise ses cours, parce qu'elle passait trop de temps sur son tel. Et du coup, elle me confiait son tel, et je lui rendais après qu'elle ait travaillé. Voilà. C'est une bonne technique, si tu veux mon avis. Voilà un petit peu toutes ces méthodes. J'espère vraiment que tu auras pu trouver quelque chose dans cet épisode extrêmement long, mais un petit peu concret, applicable, avec quelques petits exemples en plus. Enfin bref, j'ai bien apprécié faire cet épisode. Je suis assez content de mon idée que j'ai eue à 1h40 du mat. Et puis voilà, j'espère avoir creusé un petit peu ces questions et détaillé un petit peu ces méthodes suffisamment pour que tu puisses trouver quelque chose la prochaine fois que tu te dis faut vraiment que je fasse ça, purée, j'ai du mal à me motiver. Tu vas dire, le podcast d'Eric Flag, je me souviens, c'était quoi déjà les 6 méthodes ? Je vais retourner sur son site internet juste pour être sûr de trouver la liste, parce que je vais te la mettre dans les notes de l'épisode, et quand tu reliras, tu diras, ah ouais, purée, c'est vrai qu'il y avait cette histoire de reverse bet là, de pari inversé. Je pourrais essayer de faire ça, je pourrais me forcer, je vais voir avec un pote, je vais essayer de mettre ça en place. Bref, je te laisse voir comment tu vas appliquer ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Tu vois, là je sais qu'à ce moment-là, il y a tout le monde qui est en train de se barrer. Je le vois dans les stats, tu vois. Dès que je dis merci, tout le monde sait qu'il n'y a plus rien à entendre.
Bah c'est vrai, il n'y a plus grand chose à entendre à part ma voix, 1 minute de plus j'imagine, t'as déjà passé 1 heure avec, donc est-ce que t'es vraiment à ça près? Je sais pas. Moi pas en tout cas, clairement. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont donné du feedback la dernière fois, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser une review sur le podcast sur iTunes. Une petite review, c'est vraiment cool, ça me fait vraiment plaisir. J'en ai eu une nouvelle l'autre jour, ça faisait 1 mois que j'en avais pas eu. Tu vois, je suis triste, je n'ai plus beaucoup de reviews. Donc merci beaucoup à cette personne qui m'a mis cette review. D'ailleurs, je pense que je vais lire sa review au début du prochain épisode. Juste pour essayer d'utiliser la pression sociale contre toi, de te montrer que d'autres personnes me laissent des reviews et que du coup, si tout le monde le fait, c'est que c'est quelque chose de bien et que tu devrais le faire toi aussi, tu vois. Je vais utiliser ces techniques de manipulation contre toi. Attention, oulala, je suis un influenceur, fais très attention à ce que je te dis, peut-être que je te manipule à ton insu. Oh là là, sur ces belles théories, je m'en vais te laisser avec la suite de ta journée, avec la suite de tes courses, de ton ménage, de quoi que ce soit que tu fais de productif, je l'espère, en m'écoutant. Comme ça, tu joins l'utile à l'utile, j'espère, ou en tout cas à l'agréable. Et puis voilà, on se retrouve jeudi prochain, si tout va bien, pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.